hein? C'est pas orange. Ben oui, c'est la couleur qui est dans le dispersant. Donc, ce qu'ils font, c'est que le dispersant chimique, ils mettent un colorant dedans pour pouvoir l'étendre avec un avion. Donc, pour ne pas passer 2 fois à la même place avec l'avion, tu mets un colorant dedans, donc tu vois ta trace quand tu reviens. Donc, tu refais, si tu fais en avion, bien, tu passes plusieurs fois, tu vois toute la surface que tu vas avoir étendue. Et d'où, bien, le colorant, lui, il n'est pas vraiment biodégradable, donc il reste. Et là, vous allez avoir la dispersion. Le pétrole, si c'est efficace, là, votre dispersant, ça va marcher. Hein. Il n'aura plus en surface où ça va disparaître beaucoup. Là, vous ne le voyez plus. Puis pendant 24 heures, 48 heures, vous ne le voyez presque pas. Tout à coup, oups, il va revenir parce que ce n'est pas éternel. Et l'exemple, dans votre tête, c'est très facile. Vous avez peut-être déjà, vous n'avez jamais fait ça, mais peut-être, moi, ça m'est arrivé, de laisser un peu de vaisselle dans le plat à vaisselle avec le détergent, avec le savon à vaisselle. Puis le lendemain matin, comme par hasard, la graisse a été revenue sur le dessus. Bien, c'est ça que ça fait, c'est que le dispersant, c'est un savon. Il fonctionne un certain temps, puis après, il ne marche plus parce qu'au fond, il s'en va dans l'eau. Il ne fait plus son travail à l'interface. Et là, le pétrole ou l'huile, bien, ça remonte en surface. C'est ça, le dispersant. Donc, ouais. Ça, c'est le summum, là. Ça, tous les spécialistes qui connaissent un peu les dispersants, ils ont crié au meurtre tout de suite, mais la US EPA l'avait autorisé, sous quelle pression, j'en sais rien, mais avait autorisé qu'on utilise les dispersants à la source, c'est-à-dire à plus de 2000 mètres. Donc, on l'a dispersé. Donc, on a fait une nappe de dispersant en profondeur. Mais là, les conséquences sont beaucoup plus graves parce que là, on est en profondeur et les courants n'auront pas tendance à faire remonter le pétrole. Il va rester dans la couche de profondeur. C'est ça qui a été découvert dans les semaines, dans les mois suivants. Et on pense qu'ils sont encore là, mais on est dans le golfe du Mexique. Je pourrais vous faire... là, je prends de l'avance un peu sur mes diapositives. Dans le golfe du Mexique, ce n'est pas le golfe du Saint-Laurent. Le golfe du Mexique, il y a de l'expérience. Il a beaucoup d'expérience en pétrole. Donc, le golfe Saint-Laurent, lui, n'en a pas. Mais le golfe du Mexique, ça fait presque 100 ans qu'on extrait du pétrole du golfe du Mexique et ça fait 50 ans qu'on va vraiment vers le offshore. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des accidents dans le golfe. Celle-là, elle est bien grosse, tout le monde en a parlé, mais les accidents dans le golfe du Mexique, il y en a eu de très fréquentes. Il doit y avoir plus de 1000 plateformes en opération dans le Golfe. C'est pas mal de monde, ça. Et il doit y avoir 10 000, 20 000 trous, 100 000, je ne sais pas comment il y en a, des trous, il y en a, sans que vous voulez. Donc, à un moment donné, ben, la flore bactérienne là-bas commence à être au courant qu'il va y avoir du pétrole. Donc, on s'attend qu'il va se passer quelque chose. Donc, effectivement, on a là une flore bactérienne qui va être en mesure de réagir plus rapidement à l'arrivée du pétrole, donc à commencer à le digérer, puis à le travailler, puis à le dégrader plus rapidement que dans un endroit beaucoup plus froid où ça arrive ou à peu près jamais arrivé. Alors, vous voyez la différence. On en parlera un peu plus loin parce que je pense que j'ai une diapositive qui en parle. L'un des endroits qui m'est très cher, l'endroit, c'est le marais de l'île Verte, un des plus riches écologiquement qu'on a le long du Saint-Laurent. Alors, juste à penser que j'aurais un déversement de pétrole là-dedans, ça me fait frémir parce que je le connais un petit peu, puis je connais les autres marais aussi, ceux qui sont un peu plus en aval. Les marais sont de loin les zones où est-ce que c'est que les dommages environnementaux sont de loin les plus importants au niveau des dommages créés par du pétrole. Et de très loin. Les oiseaux, les invertébrés, les zones d'échange, les larves de poissons, bref, tout est là et en toute saison. Un autre endroit qui m'est très cher aussi, qui est le parc du Bic. Alors, le parc du Bic serait très exposé à une nappe éventuelle qui viendrait sur le Saint-Laurent. Et les plus belles parties du parc du Bic, évidemment. Et ici, nous, on a beaucoup travaillé dans ce petit coin-là. Ce n'est pas très connu, c'est un petit marais. C'est le marais de la Pointe-aux-Épinettes où on connaît la faune, la flore. Et mes collègues de la flore, ils trouvent toutes sortes de nouvelles plantes, puis, puis ils font toute la biodiversité. Il est évident que si on a un pétrole là-dedans, ça va prendre des années à sortir de là parce que, justement, un marais, c'est peu actif. Il n'y a pas beaucoup de vagues. Si vous me parlez d'une plage polluée par le pétrole, je vais vous dire, oui, c'est bien terrible, mais bon, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, il y a beaucoup d'énergie dans le système. Par conséquent, on a des bonnes chances de pouvoir se débarrasser de la contamination. Mais dans un marais, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un autre endroit qui nous est tous très cher,
c'est évidemment l'embouchure du Saguenay. Vous avez probablement été voir les baleines. Donc, Tadoussac est là, Baie-Sainte-Catherine est là. C'est sur le Saint-Laurent, c'est notre joyau. C'est la partie la plus fragile et la plus importante du parc marin Saguenay-Saint-Laurent, dans lequel je m'implique depuis de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle le parc marin a été créé. Parce qu'on voulait protéger les bélugas, parce que c'était l'argument premier, les bélugas. Mais aujourd'hui, le rôle ou la mission du parc marin dépasse largement les bélugas et va vers l'ensemble des baleines. Il y a là aussi une activité touristique majeure, plusieurs millions de dollars par année qui sont apportés aux communautés locales pour l'observation des baleines. Donc, un autre endroit qui nous préoccupe beaucoup. La température du milieu, ça c'est important parce que je vais vous revenir à propos de ce que je viens de vous dire, à propos, la température va jouer sur deux aspects. Va jouer d'abord sur la nature physique du pétrole. C'est-à-dire que s'il fait très froid, il va avoir tendance à être épais, il va avoir tendance à rester relativement ensemble. S'il fait très chaud, il va plutôt avoir tendance à s'étendre plus. Donc, en fait, la basse température, on pourrait considérer que c'est un argument pour réduire le risque, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, il va moins avoir tendance à s'étaler. Par contre, l'autre argument ou le contre-argument, c'est justement la capacité de biodégradation des bactéries naturelles qui sont dans ces milieux-là. C'est facile à comprendre. Vous savez pourquoi vous mettez vos aliments dans le frigo. OK? Parce que vous voulez réduire la dégradation de vos aliments par les champignons et par les bactéries. Donc, vous voulez réduire la vitesse d'action des communautés bactériennes. C'est exactement ça, ce n'est pas autre chose que ça. Du pétrole dans le Golfe ou dans l'estuaire du Saint-Laurent, c'est du pétrole dans le frigo. Puis du pétrole dans le Golfe du Mexique, c'est du pétrole sur le comptoir de la cuisine. Par conséquent, vous comprenez tout de suite la différence entre les deux. Un, vous allez avoir beaucoup plus d'évaporation, vous allez perdre beaucoup plus de votre matériel parce que la température est plus élevée, puis les bactéries, ils vont s'attaquer plus rapidement au pétrole et ils vont tenter de le digérer. Pour eux, c'est de la bouffe, donc ils vont tenter de l'utiliser, alors que si on regarde du côté froid, bien, exactement, les bactéries, fait plus froid, c'est beaucoup plus calme. Ça ne les arrête pas, mais évidemment, ça les ralentit et la basse température réduit, stoppe presque l'évaporation. Donc, tout ce qu'on a perdu dans l'atmosphère, dans nos environnements plus froids, nous, on ne les a pas perdus, ils sont là. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se mélanger avec l'eau et faire plus de dommages au cours du mélange. Les zones glacées, donc, c'est ça dont je vous parle. Donc, les eaux chaudes et tempérées, comme le golfe du Mexique, les eaux froides du nord, le long de la côte américaine, par exemple, et nos eaux glacées à nous, qui sont finalement glacées sur au moins 4 mois à 5 mois par année. Les sols nordiques, les sols tempérés et les pergélisols, bon, je n'insiste pas là-dessus, mais imaginez des déversements de pétrole dans des zones où il y a des pergélisols. C'est évident que les dommages là sont pratiquement irréparables, puisque le sol est toujours gelé en profondeur, ce qui fait que le pétrole va rester en surface du pergélisol, il va geler et dégeler année après année, après année, après année, parce que comme on est une zone de pergélisol, en surface, il ne fait jamais chaud. Donc, il n'y a presque jamais de dégradation. Par conséquent, il ne devient pas permanent, mais il va rester là pour de très, très nombreuses années. Les saisons aussi, pour des endroits où nous, on a des saisons très marquées. Donc, on a au moins 2 saisons très, très marquées, puis on a 2 autres saisons qui, on ne sait pas trop parfois dans lesquelles on est. Printemps, été, automne, hiver. Pour nous, et je pense que pour ceux qui ont un peu des bonnes notions d'écologie, vous allez tout de suite dire printemps. Printemps. Les conséquences environnementales, notamment de pétrole, sont dramatiques au printemps. Pourquoi au printemps? Les oiseaux, les nids d'oiseaux. Donc, la nidification, c'est les premières victimes. Les oiseaux sont toujours parmi les toutes premières victimes. Et si vous êtes au printemps, les oisillons vont être aussi les victimes, même s'ils ne vont pas à la mer.
puisque les parents vont rapporter du pétrole sur les œufs ou sur les oisillons, et les oisillons et les œufs sont hypersensibles aux hydrocarbures. Donc, au printemps, c'est la pire saison. C'est aussi la saison où on a toutes les larves de poissons, d'invertébrés dans l'eau. Donc, si on porte atteinte, si on est au printemps, au mois de mai, au mois de juin, on est dans la saison où les conséquences sont les plus dramatiques. L'été,